Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va! Debout là-dedans, c'est l'heure de se lever. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah bah quand même, c'est pas trop tôt, j'ai bien cru que t'allais dormir toute la journée. Mais quoi, mais papy, il est 5h du matin! Exactement, et sache qu'on aurait dû partir il y a 20 minutes déjà. Mais bien sûr, mais ça va pas, mais t'es complètement cinglé, mon pauvre vieux! On me dit, oh. Comment ça, on aurait dû partir il y a 20 minutes? Et puis d'abord, depuis quand t'es dans ma chambre? Ceci, mon ami, est mon cadre de voyage. Parce que nous partons ce matin, et on a déjà perdu bien assez de temps comme ça d'ailleurs. Alors si tu pouvais arrêter de jacasser 5 minutes, on serait peut-être même déjà arrivé. Ah ouais, et on peut savoir où est-ce qu'on serait arrivé, je te prie? Tu verras bien, enfin bref, dépêche-toi parce qu'on n'a pas que ça à faire. On a un train à prendre et puis on doit prendre le bus avant, je te signale, parce que la gare c'est pas à côté. Donc pas le temps de prendre un petit déj, et puis une fois sur place on prendra sans doute un taxi, parce que bon c'est plus cher mais en même temps on n'a plus le temps. Ah ou alors sinon... Ou alors, on peut aussi transplaner. Ah oui tiens dis donc, j'y avais même pas pensé tiens. Bon bah du coup tu peux te rendormir, hein, on n'est pas si pressé. Non, on y va tout de suite parce que je te préviens, c'est hors de question que tu m'aies réveillé pour rien. Bon bah ok, bah attrape le cadre, du coup on y va. J'espère vraiment pour toi que ça valait le coup. Mon cher petit-fils, sois le bienvenu dans le glorieux manoir de la famille Nixes. Papy, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu m'as jamais parlé de ça? Mais depuis quand on a un château? Eh bien ma foi, depuis toujours, en tout cas depuis que je l'ai acheté. Mais allez, viens plutôt avec moi, je vais te faire la visite, c'est par ici. Naturellement, le domaine s'étend sur près de 600 000 hectares. Ah c'est bien, c'est pas du tout exagéré en plus, ça fait juste 2 fois la taille de l'Île-de-France. Le grand escalier, qui sert à monter ou à descendre des étages. Oui, merci papy, je sais me servir d'un escalier, figure-toi. Et ici, c'est ma chambre. Ah ouais, non mais y a pas à dire, c'est sympa. C'est ici que ta grand-mère et moi nous lancions dans de folles parties de jambes en l'air. Ah bah d'ailleurs, c'est rigolo, ça me rappelle la fois où... Non là par contre papy, tu vas trop loin. Oh oui, pardon, excuse-moi, bien sûr. On l'a fait là, là aussi, sur le rebord là-bas, et ici aussi, Oh, et puis mais là, non, et puis... mais Eh, mais stop. non, mais attends, j'avais pas fini. Les amis, bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle série que je lance sur la chaîne. Bienvenue dans la théorie sur l'école des sorciers. Parce que oui, ça va être une série qui comptera au total pas moins de 7 épisodes, une série dans laquelle on explorera une théorie pour chacun des livres Harry Potter. Oh bah punaise, on n'a pas fini. Bon bah j'espère que vous êtes prêts chez vous, parce que vous allez devoir le supporter pendant cette vidéo. Et forcément, on va commencer avec le premier du coup, Harry Potter à l'école des sorciers. Ou comme on aime l'appeler dans la langue de Shakespeare, Harry Potter and the Philosopher's Stone. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient changé de nom d'ailleurs en VF, surtout qu'ils l'ont fait que pour celui-là en plus, enfin c'est trop bizarre. Et la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui a particulièrement retenu mon attention. Parce que non seulement sur le principe déjà je la trouve super intéressante, mais en plus quand on la décortique vraiment, on se rend compte que ça pourrait carrément être vrai, tellement tout se tient et tout a du sens. Et qu'est-ce qu'elle nous dit alors, cette théorie? Eh ben accroche-toi bien papy, parce que ce qu'elle nous dit cette théorie à propos d'Harry Potter à l'école des sorciers, c'est que dès le tout premier livre de la saga, on avait déjà des tonnes et des tonnes d'indices sur tout ce qui va se passer dans la suite. Ce qu'elle nous dit, c'est que dès le premier tome de la saga, on avait déjà toute la saga juste sous nos yeux. Toute l'histoire complète des 7 livres était déjà là dans Harry Potter à l'école des sorciers. Je pense que vous le savez, mais il y a un chiffre qui est très récurrent dans la saga Harry Potter. Et ce chiffre, bien évidemment, c'est le 7. Il y a 7 livres, 7 années à passer à Poudlard, 7 Horcruxes, 7 enfants dans la famille Weasley, 7 matières à étudier, 7 fantômes, 7 joueurs dans une équipe de Quidditch, 7 clones de Harry dans les reliques de la mort, mais surtout, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, il y a 7 épreuves à passer pour atteindre la pierre philosophale. 7 épreuves qui, dans l'ordre, sont les suivantes. D'abord, on a Touffu qui garde la trappe, le filet du diable, les clés volantes, le jeu d'échecs géant, la salle avec le troll, l'épreuve des potions et enfin, le miroir du Rized. Et chacune de ces épreuves devra être traversée avec succès pour pouvoir atteindre la pierre philosophale. Je vois, mais c'est quoi le rapport exactement avec les livres? Pourquoi diable nous parles-tu de tout ça? Bah tout simplement parce que si on les regarde bien, d'après notre théorie, chacune de ces
ces épreuves représentent en fait un livre de l'histoire de Harry Potter. Et dans le bon ordre en plus. Et non seulement ça les représente, mais en plus ça nous donne carrément des tonnes d'indices majeurs sur ce qui va se passer par la suite. En gros, ce passage avec les 7 épreuves, c'est plus ou moins une sorte de résumé de tout ce qui va se passer. Bah, carrément, ouais, vous allez voir. En fait, c'est plus ou moins du spoil du coup. Moi, je suis pas convaincu. Je demande encore à voir parce que ça me paraît quand même un peu gros tout ça. Eh ben ça tombe bien, je vais tout vous expliquer. La première épreuve est l'épreuve de Touffu, une épreuve conçue par Hagrid pour protéger la pierre philosophale et qui consiste à passer devant un chien à 3 têtes sans se faire trucider, ce qui est tout à fait charmant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette épreuve représente quand même assez bien le premier livre. Déjà parce que ça se passe dans le premier livre, donc ça déjà je suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire de le dire. Et du coup, on se demande bien pourquoi tu l'ouvres. Mais surtout parce que comme on l'a dit, c'est l'épreuve de Hagrid. Et clairement ce premier livre, c'est le livre de Hagrid. C'est dans Harry Potter à l'école des sorciers que Hagrid sera le plus mis à l'honneur. C'est lui qui amène Harry chez les Dursley au début de l'histoire, c'est lui aussi qui revient le chercher pour l'emmener à Poudlard, c'est à lui qu'on confie la mission de ramener la pierre philosophale, c'est à lui qu'on demande d'introduire Harry au monde de la magie, c'est même lui qui lui offre aussi sa chouette, il les accompagne dans la forêt interdite quand ils sont punis, il leur présente son dragon, Norbert, il donne une flûte à Harry qui servira ensuite à endormir Touffu, mais surtout, c'est systématiquement lui qui donne des indices à Harry, Ron et Hermione quand ils sont bloqués dans leur enquête. Hashtag j'aurais jamais dû lire ça. Mais ça pour vous dire c'est tellement sa phrase qu'il y a même des t-shirts avec cette phrase dessus. Je vais peut-être en prendre un d'ailleurs, j'aime bien. Enfin bref, vous l'aurez compris, Harry Potter à l'école des sorciers, c'est clairement le livre dans lequel Hagrid joue un rôle important. C'est même d'ailleurs l'épreuve de Hagrid qui constitue le principal mystère que Harry, Ron et Hermione vont essayer de résoudre. La question à laquelle nos amis vont essayer de répondre, c'est pourquoi qu'il y a un gros toutou à 3 têtes au 3e étage, et surtout qu'est-ce qu'il garde. Non, parce que le reste des épreuves dans le livre c'est à peine une vingtaine de pages, hein. Et d'ailleurs, on peut aussi souligner le fait que Hagrid, tout comme Touffu, est un géant et a donc une apparence très impressionnante au premier abord, alors qu'au fond de lui, il est quelqu'un de très sensible, tout comme Touffu qui s'endort dès qu'il entend de la musique. D'accord, bon, et après ça donne quoi alors? En quoi est-ce que ça permet d'anticiper la suite? La deuxième épreuve est l'épreuve du filet du diable, The Devil's Snare en anglais. Et déjà, on peut noter que c'est l'épreuve du professeur Chourave. Or, le professeur Chourave aura un rôle important dans le 2e livre, puisque c'est elle qui cultivera les mandragores indispensables aux soins de toutes les personnes qui ont été pétrifiées par le basilic. Après ce livre, elle aura plus vraiment d'impact majeur dans l'histoire. Et puisqu'on parle du basilic, eh ben, bon, je pense que vous le savez, c'est un serpent géant, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde est au point là, c'est bon. Et il se trouve que le filet du diable, ce sont des plantes qui peuvent fortement rappeler l'apparence d'un serpent. En plus il est vert puisque c'est une plante, donc ça pourrait même faire écho au fait que dans la chambre des secrets, on va s'intéresser de très près à la maison Serpentard. Mais au-delà de simplement ressembler à des serpents, alors pas dans la version française, hein, puisque dans la VF, cette plante est comparée en fait à des tentacules. Par contre, dans sa version originale, l'adjectif utilisé pour définir le filet du diable, c'est snake-like, littéralement comme un serpent. Et là, ça commence à être assez riche en indices qui nous rappellent la chambre des secrets. Sans compter que le filet du diable en anglais, c'est Devil's Snare, donc le piège du diable en réalité si on le traduit. Et déjà, bon bah clairement Voldemort, je pense que c'est facile de le comparer au diable hein, dans toute cette histoire. C'est lui le mal absolu ici, mais en plus c'est bien de ça qu'il s'agit dans la chambre des secrets, puisque le journal de Gédusor, c'est littéralement un piège tendu par Voldemort. Un piège qui vise à attirer quiconque dans la chambre des secrets afin de libérer le basilic et de retrouver son corps. Limite la chambre des secrets, ça aurait pu s'appeler Harry Potter et le piège de Voldemort, que ça marchait quand même, en plus de tout spoiler bien évidemment. Et j'irais même encore plus loin en vous faisant une autre révélation, mais est-ce que vous vous souvenez de ce que craint le filet du diable? C'est la lumière. Or, quel est le point faible du basilic? Le chant du coq qui le tue dès qu'il l'entend, et le coq se met à chanter lorsque le soleil se lève. Passons maintenant à l'épreuve suivante, la 3e, l'épreuve des clés volantes, qui représente par conséquent, d'après la théorie, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et alors là, mais dès le début, on n'a même pas besoin d'aller plus loin, qu'on a déjà un truc ultra évident, en 2 mots, clé, prison. Voilà, est-ce que vous faites le lien? Non, parce que moi je le vois vraiment très bien là pour le coup. Surtout que rien que l'épreuve, elle consiste à aller chercher une clé pour pouvoir ouvrir une porte. Et justement, toute une partie de l'intrigue du prisonnier d'Azkaban consistera à aller libérer Sirius Black de sa cellule. Le but de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est aussi d'ouvrir une porte. Mais c'est pas tout, parce que pour aller chercher cette clé, vous le savez, Harry va devoir monter sur un balai volant. Or, Harry
Potter et le prisonnier d'Azkaban est aussi le livre dans lequel Harry Potter va souvent se trouver dans les airs. C'est dans ce livre qu'on assiste au plus grand nombre de matchs de Quidditch, c'est dans ce livre qu'il va apprendre à voler sur le dos d'un hippogriffe, et qu'il va le faire d'ailleurs plusieurs fois, et c'est dans ce livre qu'il va également recevoir son nouveau balai, un éclair de feu. Et encore un tout petit détail, mais on peut aussi carrément noter que la clé qu'il doit attraper est argentée, et la couleur argentée c'est aussi la couleur du Patronus que Harry apprendra à jeter dans le prisonnier d'Azkaban. Patronus qui fait aussi partie de la catégorie des charmes et des enchantements, la matière enseignée par le professeur Flitwick qui a conçu cette épreuve des clés. Encore une fois, ça colle vachement bien. Ce qui nous amène donc à la 4e épreuve, qui représente donc Harry Potter et la coupe de feu. Et déjà, rien que sur le principe, il y a quelques évidences qui se dessinent encore une fois. Parce que pour le coup, entre la partie d'échecs géants et Harry Potter et la coupe de feu, c'est assez difficile de ne pas faire le lien. Déjà parce que les échecs, c'est un jeu compétitif, et la coupe de feu, c'est le livre dans lequel on va juste assister au tournoi des 3 sorciers, qui est littéralement une compétition entre sorciers. On a même droit à une deuxième compétition au début du livre, la Coupe du Monde de Quidditch. Donc clairement, le premier lien qu'on peut établir entre les échecs géants et la coupe de feu, c'est la thématique du jeu. Mais là où ça devient vraiment particulièrement intéressant, c'est quand on pousse l'analyse un petit peu plus loin. Parce que les jeux d'échecs, c'est avant tout un combat stratégique entre les pièces noires d'un côté et les pièces blanches de l'autre. Ce qui fait, je trouve, quand même assez écho à la lutte entre le bien et le mal. Or, c'est dans la coupe de feu que le combat entre le bien et le mal va réellement commencer dans l'histoire d'Harry Potter. Le dernier chapitre du livre s'appelle d'ailleurs Le Commencement, et c'est dans ce livre que Voldemort va mettre son plan en action. Chacun des deux camps, que ce soit le bien comme le mal, va user de stratégie pour essayer de piéger l'autre, et on a même le sacrifice de Ron qui peut nous rappeler, eh bien, la mort de Cédric qui se fait tuer par Voldemort dans le cimetière. Puisque dans les deux cas, on verra Harry perdre l'un de ses amis. Et puis on sait aussi que cette épreuve est l'épreuve du professeur McGonagall, la professeure de métamorphose, et s'il y a bien un livre dans lequel la métamorphose est clairement un sujet, je pense que c'est bien Harry Potter et la coupe de feu. Parce que c'est dans ce livre qu'on fera la connaissance de Rita Skeeter, qui est une animagus, capable de se transformer, je le rappelle, en un scarabée, c'est de la métamorphose, mais plus important encore, absolument toute l'intrigue de tout le livre repose sur le fait que Barty Croupton se fait passer pour le professeur Maugret en ayant pris son apparence grâce à du polynectar, en utilisant encore une fois la métamorphose. Au même titre qu'ils doivent quelque part affronter leur professeur de métamorphose à travers le jeu d'échecs géant, dans la coupe de feu, ils devront affronter des gens qui font usage de la métamorphose. Mais attendez, parce que c'est pas fini avec cette épreuve, parce que moi, il y a encore un autre truc que je trouve vraiment ultra stylé, et ça pour le coup je suis un peu fier parce que c'est moi tout seul qui l'ai remarqué, c'est que le déroulement de la partie d'échecs en lui-même va également prédire que Voldemort aura déjà perdu dès la coupe de feu. Puisqu'à la fin de la coupe de feu, Voldemort utilise le sang de Harry pour retrouver son corps, et quand Harry raconte ça à Dumbledore, Dumbledore affiche une lueur de triomphe dans ses yeux. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça que c'est décrit dans le livre. Et alors du coup vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a une lueur de triomphe quand il apprend le retour de Voldemort? Bah en fait il a pas une lueur de triomphe quand il apprend le retour de Voldemort, il a une lueur de triomphe quand il apprend que Voldemort a utilisé le sang de Harry. Et ça c'est un truc qu'on avait déjà vu quand on avait parlé du plan ultime de Dumbledore, mais le truc c'est que en utilisant le sang de Harry, Voldemort s'est condamné lui-même. Parce que grâce au sacrifice de sa mère, Harry est protégé tant qu'il est dans le même endroit que quelqu'un qui a le sang de sa mère. Or, en utilisant le sang de Harry pour revenir à la vie, Voldemort a donc mis à l'intérieur de son corps le sang de Lily Potter, et donc Voldemort, grâce au sacrifice de Lily, rien que par sa présence, protège Harry de lui-même. En gros, dès qu'il a fait ça, Voldemort, il pouvait plus gagner. Il était foutu dès la coupe de feu. Et quand Harry, au cours de la partie d'échecs, fait son dernier mouvement, qu'est-ce qu'il dit à la reine adverse, qui représente bien évidemment Voldemort? Il lui dit « échec et mat ». La partie d'échecs a donc prédit que Voldemort aurait déjà perdu dès le tome 4 de l'histoire. Eh bien ma foi, je reconnais que jusqu'à présent, ça se tient plutôt pas mal. Qu'en est-il du 5e à présent? Alors la 5e épreuve, pour le coup, ça va aller assez vite. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'épreuve du troll imposée par le professeur Quirrell. Et même si, bon, entre Ombrage et un troll, on peut être tenté de faire un rapprochement, ce qui est plus important ici, c'est que cette épreuve est l'épreuve imposée par le professeur de défense contre les forces du mal. Or, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est le livre dans lequel ils vont devoir affronter leur professeur de défense contre les forces du mal. Notre chère grande inquisitrice, cette saleté de Dolores Sombrage. Et si à la limite petit bonus, on pourrait aussi faire le lien avec les épreuves des buses, qui est l'examen que les élèves doivent passer à la fin de leur 5e année, puisque la pire note qu'ils peuvent avoir lors de cet examen, c'est
justement la note troll. Donc ça peut faire le lien, mais sinon à part ça, y a pas vraiment grand chose. Non mais attends, tu rigoles, c'est tout. T'as vraiment rien de plus à nous dire sur cette épreuve? Bah non, mais en même temps, même eux, ils la passent pas vraiment cette épreuve. Puisque quand ils arrivent dans la pièce, le troll il est déjà par terre, il a été vaincu par Quirrell, ils ont juste à passer directement à la pièce suivante. Par contre, dans la pièce suivante, là il y a beaucoup plus de choses à dire. Premièrement, c'est dans cette pièce que se trouve l'épreuve des potions imposée par le professeur Rogue. Professeur Rogue qui est, je le rappelle, le quoi? Le prince de sang mêlé? Oui, et comment s'appelle ce 6e livre justement, papy? Harry Potter et le prince de sang mêlé? Exactement, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc on est déjà sur un lien assez clair, encore une fois. Mais plus encore, cette épreuve, c'est l'épreuve des potions, et le prince de sang mêlé, c'est très clairement le livre de la saga dans lequel on parle le plus de potions. On a l'arrivée de Slughorn en tant que nouveau professeur de potions, Harry devient excellent en cours de potions grâce au livre du prince de sang mêlé. C'est dans ce livre qu'on découvre les filtres d'amour dont Ron sera la victime juste avant d'être guéri, juste avant d'être empoisonné par un poison qui avait été glissé dans la bouteille que Slughorn comptait offrir à Dumbledore. Mais il y a aussi évidemment la Felix Felicis, le polynectar dont Drago se servira régulièrement pour changer l'apparence de Crabbe et Goyle, et bien entendu il y a la potion que Dumbledore devra boire pour récupérer le médaillon de Serpentard. Donc là, il n'y a pas de doute, l'épreuve des potions représente bel et bien le 6e livre de la saga. Et on peut même ajouter que parmi les potions de l'épreuve, il y en a une qui permet d'avancer et 3 qui sont des poisons mortels. Or, dans le prince de sang mêlé, il y a une potion qui permet à Harry d'avancer dans sa quête, la Felix Felicis, et on nous parle de 3 potions qui sont des poisons mortels. La potion que Dumbledore est obligé de boire, le poison qui empoisonne Ron dans la bouteille de Slughorn, et la potion de mort vivante qui, d'une seule goutte, pourrait tous nous tuer. On peut même aller jusqu'à dire que le prince de sang mêlé, c'est une sorte d'enquête que Harry et Dumbledore mènent pour réussir à percer le secret des Horcruxes de Voldemort. D'où le fait que l'épreuve des potions est en réalité une énigme. Et on termine évidemment avec la dernière épreuve, celle du miroir du Riséd, qui représente donc le dernier tome de la saga, Harry Potter et les reliques de la mort. Et pour débuter avec cette épreuve, je vous propose de simplement écouter ce que dit Dumbledore à Harry à propos du miroir du Riséd dans le premier livre. Seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre, la trouver, pas s'en servir, pourrait la prendre. Les autres n'y verraient que leur reflet fabriqué de l'or et boire de l'élixir de longue vie. Mon intelligence me surprend moi-même parfois. Puis maintenant, écoutons ce qu'il dit à Harry quand il le retrouve dans les reliques de la mort, juste après que Harry se soit fait tuer par Voldemort dans la forêt interdite et qu'il lui demande s'il est bien mort. Ah, s'exclama Dumbledore, qui souriait encore plus largement. Telle est la question, n'est-ce pas? Dans l'ensemble, mon cher Harry, je crois que non. Mais Harry leva instinctivement la main vers sa cicatrice en forme d'éclair, elle semblait ne plus être là. Mais j'aurais dû mourir, je ne me suis pas défendu, je voulais le laisser me tuer. Et c'est cela qui, à mon avis, a fait toute la différence, déclara Dumbledore. Non mais attends, c'est moi ou il dit à peu près la même chose là? Mais oui, il lui dit la même chose! Puisque dans le premier cas, pour récupérer la pierre philosophale, il faut ne pas avoir l'intention de s'en servir, tandis que dans les reliques de la mort, pour ne pas mourir, il faut avoir l'intention de mourir. Et puis c'est pas tout, la pierre philosophale, ça sert à quoi? Ça sert à prolonger la vie de celui qui l'utilise, grâce à l'élixir de longue vie. Donc en gros, dans les deux cas, c'est la même chose. Pour ne pas mourir, il ne faut pas chercher à éviter la mort. C'est littéralement le même sujet, il faut faire littéralement la même chose. La pierre philosophale ne sert d'ailleurs pas qu'à ça, elle permet aussi de changer n'importe quel métal en or. Donc les gens qui cherchent à se servir de la pierre philosophale sont sans aucun doute des personnes avides de pouvoir et de richesse. Or, Harry parvient à sortir la pierre philosophale du miroir en prouvant lui-même qu'il n'est pas avide, puisqu'il n'a pas l'intention de se servir de la pierre, tandis que dans les reliques de la mort, là où Voldemort, lui, va absolument vouloir trouver la baguette de Suro, le symbole par excellence de la puissance dans l'univers d'Harry Potter, Harry, quant à lui, ne va pas succomber à la tentation de partir à leur recherche, et préférera poursuivre sa quête des Horcruxes de Voldemort. Les reliques de la mort, au cours de l'histoire, vont toutes venir à lui alors qu'il ne les a pas cherchées, et c'est ce qui fait de lui le véritable maître de la mort. Ce pourquoi la baguette de Suro se retourne contre Voldemort, parce que sans le vouloir, sans faire exprès, en désarmant Drago à un moment donné, Harry est devenu le vrai maître de la baguette. Et même le fait que le miroir du Riséd soit en réalité un miroir, c'est hyper riche de sens. Parce qu'un miroir, c'est un objet qui vous montre ce que vous êtes, mais dans une version totalement inversée. Or, Voldemort, c'est littéralement l'inverse de Harry. Puisque Harry est le héros dans lequel vit une partie du méchant, étant donné qu'une partie de l'âme de Voldemort vit encore à l'intérieur de Harry, et Voldemort, lui, c'est le méchant de l'histoire, dans lequel vit une petite partie du héros, puisqu'il a utilisé le sang de Harry pour retrouver
retrouver un corps, donc il a une partie de Harry qui fait partie intégrante de lui. En fait, Harry et Voldemort, c'est un peu le yin et le yang quelque part. Et c'est en ça que l'image du miroir est riche de sens. C'est parce que Harry et Voldemort sont littéralement des images inversées l'un de l'autre. Et à la fin de l'histoire, que ce soit devant le miroir du Riséd ou dans la forêt interdite, Voldemort sera vaincu par Harry parce qu'il est protégé par l'amour de sa mère. Dans le premier livre, Voldemort ne peut pas le toucher, et dans le dernier livre, Voldemort ne peut pas le tuer. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste au milieu de votre écran, ou alors pourquoi pas, si vous voulez prolonger l'expérience, à aller voir l'une de ces deux vidéos que je vous mets juste ici. Je fais un gros bisou et je remercie chaleureusement l'équipe du château de Briançon à Angers pour m'avoir permis de tourner la petite séquence que vous avez vue au tout début de la vidéo et que j'ai trouvé vraiment super cool. Franchement, de tourner dans un endroit aussi magnifique, c'était vraiment quelque chose de super. Et si jamais ça vous intéresse, eh bien sachez que si vous êtes de passage du côté de Angers, eh ben vous pouvez dormir dans le château puisque c'est un hôtel. Donc voilà, petit tuyau, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller dormir dans un château, eh ben vous pouvez le faire. Et sur ces bonnes paroles, moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, puisque cette vidéo est la dernière de l'année. Et comme d'habitude, en attendant la suite, vous le savez, moi je vous fais tout plein de gros bisous. À la prochaine, c'était Xio. Ciao.